prise sur l'autorité parentale. On peut bien exercer ou mal exercer l'autorité parentale, mais je trouve que fabriquer du parent, c'est un Arendt qui dit qu'on ne peut pas éduquer les adultes. Donc ça, c'est sur l'administratif. Donc sur l'administratif, pour nous, c'est une vingtaine de places à l'année. On accueille à peu près 25 enfants en moyenne. Et à la sortie, il y en a 100% qui restent dans leur milieu, avec une partie où ça peut glisser sur de l'AEV après ou de l'AMO judiciaire. L'autre, en judiciaire, j'ai trois dispositifs, l'AMO avec hébergement, un service de soutien au tiers digne de confiance et un service de placement familial. L'AMO avec hébergement, j'avais vu que, je crois que c'était à Caen, depuis les années 70, un directeur de l'AMO avait mis en place des hébergements. Leur particularité, c'était qu'ils étaient plutôt sur le 13-18 ans. Avec la loi de 2007, enfin, les prémices de la loi de 2007, l'opportunité que je voyais, moi, c'était, je rebondissais tout simplement de constats faits par des juges des enfants qui disaient les limites de la maison, c'est on ne travaille pas le soir, pas le week-end, et puis il y a peu d'heures dans le mois. Donc là, c'était de penser une AMO musclée, avec, donc en tenant compte ces 0-18 ans. Donc, tout à l'heure, je parlais de territoire. Pour nous, c'est 3 antennes, Annecy, Annemasse, Thonon. On suit à peu près 120 enfants, on fonctionne à peu près 50 par antenne, ça fait 150. Et donc 3 micro-équipes avec vraiment une volonté d'avoir des équipes resserrées qui puissent travailler très en proximité, de 6 éducateurs, un chef de service, 70% de psychologues. Notre élément à nous, c'est quoi? C'est un suivi renforcé de l'enfance, en gros 4 heures semaine, un soutien à la parentalité, on a toujours un binôme qui bosse, au sein des équipes, il y a un éducateur qui est référent de l'enfant, l'autre qui est en soutien à la parentalité, l'hébergement exceptionnel, c'est-à-dire qu'avec une astreinte H24, à n'importe quelle heure, donc il y a une possibilité d'intervenir et d'héberger l'enfant ou dans son milieu ou dans les maisons qu'on a. Donc on a trois territoires, 3 bureaux, 3 maisons pour pouvoir accueillir les enfants. Et du contrat dans la contrainte. Tout à l'heure, j'ai entendu dire sur comment se fabrique la loi. C'est vrai que quand j'ai regardé sur l'AMO des hébergements, tout à coup, on a vu que c'était 375.2 et puis qu'on a rajouté qu'on pouvait autoriser un service à faire de l'hébergement exceptionnel ou périodique. Ça, c'était le casse-tête pour nous. C'est quoi exceptionnel, c'est quoi le périodique? Donc l'exceptionnel, on a bien compris, c'est quand il y avait une gestion d'aléas, de crise, etc. Mais le périodique, on ne voyait pas, et puis on a compris que c'est dans la fabrique de la loi. Je pense que vous êtes mieux placé que moi pour expliquer comment, à la fin, ça sort comme ça. Et donc, nous, on s'est dit, il y a le repli, il y a le répit, on va utiliser le périodique et l'articuler avec l'exceptionnel quand on sent qu'une situation se dégrade, et on pourra proposer des hébergements. En termes d'hébergement, c'est l'enfant, ça peut être aussi la famille, ça peut être aussi un père qui a l'autorité parentale mais qui est SDF, mettre à disposition la maison. Donc à chaque fois, jouer sur toute une gamme de possibilités. Pour nous, il y a un outil, puis après, il y a les usages de l'outil. Donc, sur la partie contrat, dans la contrainte, on dit, bon, une mesure d'AMO, il n'y a pas le choix, il y a le suivi de l'enfant, le soutien à la parentalité, l'hébergement, etc. Mais on pourrait rajouter, donc, le périodique, c'est avec l'accord des parents. On a mis en place des actions collectives sur les mercredis et les samedis, en gros, il y en a 4-5 par mois. On a encastré une consultation aussi à l'intérieur de l'AMO avec hébergement, dans le sens où on s'est dit, nous rencontrons aussi des difficultés à travailler avec les familles, il nous fallait un tiers, et l'approche Ethno-Psy paraissait intéressante d'avoir un tiers à l'extérieur, qui, lorsqu'on est dans une situation où il y a une distance culturelle ou un conflit fort, on puisse le mobiliser en proposant à la famille de nous aider, de participer à cette consultation, pour essayer d'y voir plus clair et de voir comment on peut mieux, travailler et collaborer ensemble. On a rajouté de la médiation familiale parce que, comme tout à l'heure je vous l'ai dit, il y a un certain nombre de situations pour lesquelles le problème dominant, c'est le conflit parental. Or,
paradoxe dans lequel on peut se situer parfois, c'est que on se retrouve dans une situation en disant ben, c'est le conflit parental, mais il faudrait une médiation familiale, mais les parents, s'il n'y a pas la libre adhésion, la neutralité, etc., on ne peut pas faire de médiation familiale, donc nous, on fait le choix d'embaucher un médiateur familial qui, lui, travaille, qui n'est absolument pas neutre, dans le cadre d'une protection de l'enfance, mais on propose à la famille, s'ils sont d'accord, donc sous forme d'entretien, c'est sur 2-3 mois, de pouvoir donc sur cette médiation familiale, avec le deal avec la famille, que ça ne rentre pas dans le rapport de situation qui est adressé au juge des enfants, ils arrivent à une entente ou pas, et le médiateur leur rend écrit à eux, et c'est à eux de voir s'ils partagent cette information avec les référents, etc. Donc vous voyez une intervention comme ça un peu qui se met en place, et des choses qui viennent en plus pour pouvoir la renforcer. On a rajouté aussi des conférences des familles, je vous expliquerai après comment on est allé, comment on s'est inspiré de ce qui se faisait en Nouvelle-Zélande avec les conférenciers familiaux, pour pouvoir travailler justement sur l'environnement et pour l'enfant. AMO avec hébergement, 64% restent dans le milieu familial et 62% des situations se terminent par un non-lieu. La durée, c'est 11 mois. 36% des mesures conduisent à du placement à Gigi, ou tiers digne de confiance, ou la maison d'enfants à caractère social. Donc, aujourd'hui, ce qui a fait basculer, parce qu'on parle souvent de renverser les courbes, si en Haute-Savoie, il y a plus d'enfants suivis dans le milieu ou à domicile que d'enfants accueillis, c'est parce que l'AMOH a été mise en place. La Savoie voisine vient de s'inspirer de ça, et donc de territorialiser, mettre en place, et demander à chaque opérateur, association, etc. du territoire, de mettre en place de l'AMO avec l'hébergement. Il y a une étiquette qui est AMO, si vous voyez, nous, au niveau de la pratique, moi je l'ai combiné des choses qui pouvaient être lors de l'accueil d'urgence, en étant une astreinte H24, en étant sur des interventions qui étaient intensives, ou apprendre des choses de l'hébergement qui pouvaient être intéressantes, et en jouant sur la palette, qui pouvait conduire de l'hébergement de l'enfant jusqu'à l'hébergement de famille quand c'était nécessaire. Tiers digne, quand on était un peu sur la page blanche et on réfléchissait, tiers digne, c'était une énigme, on ne savait pas ce que c'était, c'est ce qui nous a intéressé, et on a vu que finalement peu de gens, il y a peu de recours au tiers digne, qu'on n'avait pas vraiment on ne connaissait pas la population tiers digne de confiance, et puis qu'on ne savait pas ce que devenaient les enfants. Parce souvent, dans beaucoup de situations, vous prenez une mesure d'AMO, enfin 2 tiers dignes de placement, plus une mesure de milieu ouvert. Ça nous a intéressé parce que tout simplement, à partir de l'accueil d'urgence, il y avait des situations où l'enfant ne pouvait pas, jeune, garçon ou fille, ne pouvait pas rester dans son milieu. À la sortie de l'accueil d'urgence, on proposait du placement et le jeune revenait toujours chez un proche. Ce qui nous avait conduit à partir comme ça d'échecs et d'orientation qui ne fonctionnaient pas, à travailler autrement, donc à partir de celui du tiers digne de confiance. Fort de cette expérience, on s'est dit, mais on pourrait peut-être proposer réellement un service qui puisse faire de l'aide à l'aidant, soutien au tiers digne de confiance, une médiation entre le tiers et le parent, et le suivi de développement, et donc les deux en un, c'est-à-dire placement TDC plus AMO par un service, un seul service, avec comme professionnel, donc c'est des services où j'ai un juriste, un à temps partiel, un psycho et un éducateur. On a découvert en fait que le tiers digne de confiance, le vrai tiers digne de confiance, c'est 8%, c'est-à-dire que dans la majorité c'est la branche maternelle, c'est plutôt les grands-parents, donc c'est plutôt les membres de la famille, c'est-à-dire un tiers digne comme ça, on ne le rencontre pas vraiment. Et ça nous a conduit à penser un peu les choses autrement, c'est-à-dire que déjà par rapport aux enfants, c'est un service qui suit près 20, la moitié des enfants ont connu le placement. Mais quand on a mis en place une recherche pour essayer de voir un peu plus clair qui étaient les tiers dignes, etc., on s'est aperçu que souvent ces tiers étaient déjà là. Et qu'il y a beaucoup de situations où c'est un arrangement familial. Si on se retrouve en tiers digne de confiance, c'est parce que l'arrangement familial ne tient plus. Et qui nécessite une décision judiciaire. Aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a que 2 recherches, une qui a été conduite par Catherine Salmé avec nous, puis une autre dans le Nord
sur les tiers-lignes, mais ça reste encore un domaine. Pourtant, on a fait un certain nombre de constats qui, moi, m'amènent à dire que il n'y a pas une confusion de place, etc., quand c'est chez les grands-parents. Il y a des situations, c'est vrai, qui ne fonctionnent pas, mais sur la Haute-Savoie, c'est à peu près 90 tiers-lignes. On nous dit que dans chaque département, c'est à peu près 10%. Moi, je trouve que ce n'est pas une solution magique, mais je trouve vraiment à voir comment les enfants sont pris en charge et évoluent, que c'est vraiment une solution qui est intéressante à développer et à soutenir. Les tiers-lignes, c'est les oubliés du système. Ce sont ceux qui ont les situations les plus lourdes et qui sont le moins aidés. Quand on regarde, je parle de ma population, c'est une situation très lourde, vous allez dans la Loire, un tiers-ligne, les rencontrer une fois dans la vie. Là, vous avez un service qui les rencontre toutes les semaines. C'est des situations où vous pouvez avoir un gamin avec des situations, un conflit entre le fils et le père, la mère s'interpose, l'ado s'en va, le père met une trempe à la mère et met le feu à la maison. Donc, vous avez des situations qui sont vraiment dramatiques dans ce que nous on a pu voir. Et puis, si je me fie un peu au travail de recherche, on montrait que c'est quand même des situations très lourdes. Donc pour nous, c'était intéressant, parce que nous nous obligés à faire un pas de côté, à former les tiers-lignes de confiance et à faire appel à des juristes, parce que c'est un statut de la carte, où on a beaucoup de responsabilités, pas beaucoup de droits, pour lesquels les personnes sont un peu perdues. Donc là, ça c'était intéressant, et puis de voir un peu dans des situations qui pouvaient glisser vers la délégation d'autorité parentale, parce que, par exemple, il y a des situations où l'enfant est confié à l'âge de 3 ans en tiers-ligne de confiance, et à 17 ans, il dit toujours un tiers-ligne de confiance avec une mère qui est à l'hôpital psychiatrique. Donc, il y a des situations qui pourraient être travaillées et puis glisser. D'autres, c'est plus compliqué que ça, parce que l'idée qu'on pourrait passer d'un statut à l'autre ne va pas de soi. On a vu des situations, des mères qui ont été portées disparues, des gamins confiés aux grands-parents, et puis pour eux, là, c'était un blocage. Pour la juge, les enfants en disant, mais ça marche. Les grands-parents apportent ce qu'il faut aux enfants, etc. Donc, il faut clore le dossier et glisser sur une DAP. Et puis, pour ses parents, pour eux, c'était tuer une deuxième fois leur fille. Donc, c'était pas possible. Il y a des situations comme ça. C'est pas mécanique. C'est à le dire maintenant. Aujourd'hui, on vient de terminer. Nous, on a travaillé avec les tiers pour construire avec eux un guide du tiers-ligne de confiance qui permette justement aux tiers, parce que la plupart des tiers-lignes ne connaissaient pas le statut avant de l'avoir. Voilà. Donc, sur le placement familial, très brièvement, l'idée c'était de se dire, on parle du bien ici, mais pour nous, en tout cas dans la réflexion, il y a une contradiction qui apparaissait, qui est que vous avez des enfants qui ont des parcours chaotiques, pour lesquels il n'y a pas de stabilité, pas de permanence. Et en même temps, on leur propose un accueil d'établissement où il n'y a pas de permanence, il n'y a pas de stabilité, avec un turnover important de professionnels, de maisons d'enfants, et des liens d'attachement qui n'arrivent pas à se construire, où quand un enfant a 7-8 éducateurs, c'est 7-8 règlements, et là l'idée c'est de se dire, pourquoi on ne fusionnerait pas la famille d'accueil et la maison d'enfants en demandant à des éducateurs, avec un agrément d'assistant familial, d'accueillir 3 enfants à leur domicile, dans une logique d'accueil inconditionnel et dans la durée. Ce n'est pas des familles d'accueil, ce sont des éducateurs, un agrément d'assistant familial et la formation d'assistant familial. Pourquoi le statut d'assistant familial? Tout simplement au regard du Code du travail, parce qu'il est dérogatoire au Code du travail. C'est-à-dire qu'un assistant familial, c'est 5 semaines de congé par an. Donc, nous, on n'a que 4 familles, c'est vraiment tout petit. Mais là, ça s'adresse à ces enfants pour lesquels on a appelé ça l'encre, et puis jeter l'encre là, que ça puisse durer. Donc ça, c'est important pour nous. Je voudrais juste m'arrêter sur des outils. Ce qui est le plus pour nous, moi, il y a un outil qu'on utilise qui est un cadre d'analyse des besoins de l'enfant. Un cadre qui a été fait par les Anglais dans les années 90. Je l'ai découvert au Québec, c'est-à-dire que c'est un triangle avec 3 côtés, les besoins de l'enfant, les réponses des parentales
des parents ou des figures d'attachement et les ressources de l'environnement. Et puis, il y a des dimensions dans les besoins des enfants, des dimensions du côté des réponses des parents, etc. J'ai découvert au Québec, où je voyais qu'ils utilisaient cet outil-là. Je leur ai dit, mais pourquoi vous l'utilisez? Parce que pour moi, en Angleterre, moi, je ne parle pas anglais, et puis c'était pas une source d'inspiration. Et ils m'ont montré que ce cadre d'analyse, si on regarde un peu dans la loi de 2007-2016, c'est vraiment ça, c'est l'état de l'enfant, les capacités des parents, les ressources de l'environnement, sont les premiers à avoir relié donc ces trois axes et à les penser d'une manière, c'est un modèle écosystémique, c'est-à-dire en interaction, sous l'angle facteur de risque, facteur de protection, pour pouvoir fonder un jugement clinique. Donc j'ai trouvé ça intéressant, et quand on a créé l'association, c'est ce cadre d'analyse, on l'a repris, il existe en Italie, il existe dans d'autres pays, je l'ai trouvé vraiment intéressant, et puis très marqué par les théories de l'attachement. Les conférences des familles, il me reste combien de temps? Très bien. Voilà. Alors, les conférences, ce qui est assez étonnant, parce que quand on regarde au niveau européen, il y a des approches intéressantes comme les conférences des familles qui, par exemple, dans les Pays-Bas, sont rentrées dans la loi. Un enfant n'arrive pas en protection d'enfance sans qu'on propose à une famille une conférence des familles. C'est quoi une conférence des familles? Né en Nouvelle-Zélande, c'est quand les travailleurs sociaux ont voulu bosser avec les Maoris là-bas, ceux-là leur ont dit, nous on est OK pour bosser avec vous, mais il faut que vous teniez compte de nos coutumes, de notre culture, qui est que les décisions se prennent par la communauté, par la famille large. Et donc ils ont mis en place une approche qui est intéressante, qui a mixé les deux, qui relie respect d'une tradition, d'une culture, avec respect des droits de l'enfant, c'est-à-dire que ce n'est pas la culture qui prend le pas sur le droit de l'enfant. Donc, il y a des obligations par rapport aux enfants, mais en même temps, dans la démarche, prendre en compte l'environnement familial. Une conférence des familles, c'est en fait un coordinateur qui va être sollicité soit par la famille, soit par un travailleur social, autour d'une question centrale mais large, c'est où doit vivre Marine, par exemple, où on a besoin d'un plan. Ce coordinateur-là, sollicité, va, à partir d'un génogramme, rencontrer les personnes significatives qui sont considérées comme étant membres de la famille pour leur proposer une conférence des familles, c'est-à-dire une réunion de la famille large pour réfléchir ensemble et prendre des décisions pour le bien-être d'un enfant. Donc, ce coordinateur-là, une fois qu'il a rencontré tout le monde, y compris l'enfant, va rencontrer aussi un cercle de professionnels qui pourraient donner de l'information utile à la famille et aux membres de la famille pour les aider à élaborer leur plan. Et tout le monde va se retrouver dans un lieu qui est négocié pour cette rencontre qui se fait en trois temps. Un premier temps, c'est le partage d'informations. Donc, sur un paperboard, il y a la question centrale, doit vivre Marine, et puis est noté le non négociable. Le non négociable, c'est si, par exemple, Marine, il y a des attouchements avec le grand-père, le non négociable, c'est qu'elle soit prise en charge par le grand-père ou laissée seule au contact avec le grand-père. Donc il y a un certain nombre de points non négociables. À la suite de quoi, les professionnels qui ont été invités, par exemple un représentant de centre de toxicomanie, je ne sais pas quoi, vont présenter les services, pas en disant nous on va faire ceci avec vous, mais présenter, c'est-à-dire que l'idée c'est vraiment donner de l'information à la famille pour qu'au deuxième temps, ce qu'on appelle le temps privé, elle se retrouve toute seule pour élaborer son plan d'action, avec donc les professionnels qui sont venus donner de l'information partie, le travailleur social référent qui reste à côté avec le coordinateur, qui peuvent être questionnés, etc. Et puis, on arrive au troisième temps, quand la famille a élaboré son plan, où il y a la discussion du plan d'action. Et là, donc, avec le référent, pour voir si le plan d'action qui vient de la famille et qui est proposé à la famille correspond donc à remplir les conditions par rapport à la sécurité de l'enfant, etc. Et après quoi, si on est dans le cadre administratif
il est appliqué, ou si on est dans un cadre judiciaire, il est proposé au juge des enfants. Je vais vous l'illustrer. On est en AEMO avec hébergement, on a un couple de parents qui vivent dans un logement délabré, ils ont trois enfants, les enfants ne vont pas à l'école, etc. Il y a une mesure d'AEMO qui est prise, et en Haute-Savoie, les mesures d'AEMO avec hébergement, c'est vraiment des mesures pour les familles sur le fil, et donc pour que on puisse intervenir dans cette situation. On se retrouve assez rapidement avec des interventions de tous les jours, enfin, pour amener les enfants à l'école, pour les amener chez le médecin, etc. Donc une situation qui ne tient pas la route avec les parents. Dans ce cadre-là, il y avait les grands-parents, les tantes, etc., qui étaient dans notre département. Il a été proposé donc, une conférence à faire. On a réuni tout le monde sur un samedi, et ce qui est ressorti, c'est en fait l'accueil des 3 enfants par les grands-parents en retraite dans l'Ain. Dans le plan d'action. On l'a mis en application dans le cadre de notre hébergement exceptionnel. L'hébergement exceptionnel, ça peut être un jour, ou ça peut être 3 mois, 4 mois. Au bout de 6 mois, ça la route, donc là-bas, dans l'Ain, la situation des parents se dégradait, donc le père se retrouvait en CHRS, ils avaient été expulsés, etc. Et là, on est allé en audience, on a demandé donc qu'il soit, enfin la proposition qui venait de la famille après, c'était tiers digne de confiance. Ça fait 5 ans que ces enfants sont dans l'Ain confiés à leurs grands-parents comme tiers digne de confiance. Entre-temps, la mère est allée en hôpital psychiatrique dans l'Ain, le père et la mère ont vécu chez les grands-parents, mais il y a une permanence, une stabilité pour les enfants. Donc cette approche-là permet aussi des fois de voir qu'il n'y a pas de solution et que le plan qui va ressortir, on l'a fait pour d'autres, oncles, tantes, parents, etc. Vous ressortez, c'était un accueil en famille d'accueil. Donc, ce qui m'étonne, c'est, je pense que ce qui fait que ça ne fonctionne pas tant que ça en France, c'est d'abord l'indépendance du coordinateur. Ensuite, la façon de mener les choses, c'est-à-dire qu'on a mis en place nous, des formations, je fais venir un Australien, j'ai fait venir un Hollandais, etc. Quand on formait le groupe, il y a véritablement une éthique chez le travailleur social qui a envie d'être à côté du plus vulnérable. Un coordinateur n'a pas d'intérêt du résultat. C'est vraiment une autre façon d'amener les choses, que moi je trouve intéressante, qu'on développe. Et là aujourd'hui, le deal un peu avec le social à l'enfance, avec le jeu des enfants, c'est que la conférence des familles vienne en amont de la décision. Pour sortir de ces situations, par exemple, le coup de l'émotion, confier un enfant à un tiers digne de confiance, et puis après, dans les 6 mois, il y a un naufrage. Et ça, c'est intéressant. Et nous, ça nous amène à une réflexion en termes de compétences collectives, c'est-à-dire pas les qualités de l'individu, pas le tiers digne administratif, etc. Mais vraiment, est-ce qu'il y a une famille large, est-ce qu'il y a un système familial qui est capable de prendre en charge l'enfant? J'en veux pour preuve, par exemple, cette gamine qui a été confiée à sa grand-mère, qui décède, donc le compagnon de la grand-mère qui décède, et puis après, c'est l'oncle. Et ben, de 3 ans à 18 ans, aujourd'hui, il est majeur, fait des études de droit à Lyon, il est resté dans la parentèle. Et à chaque fois, c'était avec ce travail autour de conférence des familles, un plan avec l'enfant. Voilà. Juste pour clore sur 2-3 réflexions. Donc, je trouve que alors je ne sais pas à quoi ça tient, mais c'est vrai que quand on parle de famille, on est plutôt sur la petite PME, papa, maman et l'enfant, que la famille large. Je trouve qu'on n'arrive pas à lever les réticences, c'est-à-dire d'aller mobiliser la parentèle. Parce qu'on se réduit, enfin moi je trouve que par exemple, au niveau de la pratique, on est très limité par les détenteurs d'autorité parentale. Alors que dans la façon dont on pratique, quand on arrive à recentrer sur les besoins de l'enfant, on arrive à mobiliser davantage de personnes. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est que, par exemple, à l'étranger, sur des mouvements qui peuvent être très différents, comme les pères, etc., ou les organismes de famille, on arrive à une alliance lorsque on partage un même modèle qui est la réponse aux besoins des enfants. On arrive à conduire des gens a priori opposés
sur un terrain d'entente. Ce qui me frappe beaucoup, c'est quand on dit à qui appartient l'enfant, ça choque, c'est moi. Et que cette multipropriété de l'enfant, qui appartient à lui, à ses parents, à la société, elle ne va pas de soi. Sur cette idée, on a souvent cette formule, il faut tout un village pour éduquer un enfant, ou ça prend une communauté pour élever un enfant. La question c'est, ok, il est où ce village? Il faut des enfants pour faire un village. Mais quand il n'y a pas de village, est-ce qu'on ne peut pas créer un réseau? C'est ce qui nous a amené, c'est ce que j'avais vu par exemple en Suède, ce qu'ils appelaient la personne soutien. Systématiquement, quand il y avait une famille monoparentale, ils partaient de la passion de l'enfant, c'était la musique, le sport, et puis ils allaient trouver un entraîneur de foot, quelqu'un qui allait accepter, pouvait être indemnisé, de venir une fois semaine ou tous les 15 jours pour faire une activité avec l'enfant. C'est ce qu'on a pu faire, par exemple, pour certaines situations. Et donc, pas de réseau, de pouvoir créer ce réseau-là. Voilà un peu ce que je pouvais vous présenter sur ce travail avec les familles à partir de la Haute-Savoie. Merci de votre attention.